Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour, comment tu vas ce matin? Elvis, je vais très bien, merci. Et à la forme? Oui, ça va. Ça fait presque 2 semaines que tu ne viens pas mon Ça fait 2 semaines. Oui, ça fait à peu près 2 semaines. Tu as vu, non, René, je t'ai dit quoi? Plus toi, ça fait un mois. Ouais, ça fait à peu près 2 semaines. J'ai pas été au morning, mais c'était dû à des petits ennuis de santé. Voilà. C'est déjà les ennuis de santé. Oui, bien sûr, c'est la saison. D'accord, ok. Nous sommes dans des changements de saison, donc si tu as remarqué, j'ai quand même un petit chat dans la gorge. Voilà. C'est pas toi et le chat. Nous tous, on va attraper le chat. Alors, quoi de neuf ce matin? Alors, ce matin, nous parlons de ce qui évidemment occupe l'actualité. Tu sais qu'en ce moment, il y a une situation assez particulière qui se passe dans notre pays en rapport avec les déguerpis de Plein-Oretti. Et dernièrement, il y a un député de la transition qui a demandé une enquête parlementaire pour pouvoir certainement déterminer les responsabilités en ce qui concerne ce déguerpissement, mais également pour connaître le fond du dossier, parce que il faut savoir que le rôle du parlementaire, ce n'est pas seulement de pouvoir voter les lois et tout ce qui s'ensuit, mais c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et je pense que ce qui se passe à Plein-Oretti, qui depuis près d'une semaine occupe le devant de la scène, parce que malgré tout ce qui se passe en dehors de cette actualité, c'est la seule qui vaut la peine, qui amène les gens à s'interroger, à poser des questions dans le sens de savoir ce qui a conduit le gouvernement à mener cette action, parce qu'il faut savoir que c'est un dossier de ce que j'ai pu entendre et lire ça et là, et c'est un dossier qui remonte depuis les années 90. Notamment en 91, lorsqu'il y a eu les premières velléités du gouvernement gabonais de pouvoir se doter d'une zone qui lui soit possible de bâtir ou de construire des immeubles abritant les services ministériels de l'État. Bon, après, il y a eu évidemment une suite. On a pu voir, il y a eu la construction de l'Assemblée nationale, la construction du Sénat, et puis il y a eu l'élargissement de l'ambassade de Chine. L'élargissement de l'ambassade de Chine, et puis il y a eu, après l'ambassade de Chine, il y a une partie qui avait été dédiée pour la construction du bâtiment que beaucoup se rappellent, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive liée à des malversations qui se seraient déroulées pour l'obtention du financement. On se rappelle encore, on parlait de Sogo BTP et d'un haut cadre désormais de la République. Ensuite, vous avez un certain nombre d'investissements qui ont été faits dans la zone et qui requéraient de ce que l'État puisse plus ou moins bénéficier d'une emprise, on va dire, territoriale, pour pouvoir non seulement construire une annexe pour l'Assemblée nationale, qui elle aussi est un vieux dossier, ou si vous vous souvenez bien, et ceux qui avaient l'habitude d'aller derrière l'Assemblée, il y avait une zone quadrillée qui était dans une barrière, juste derrière l'Assemblée. C'était la zone qui avait été retenue pour l'édification de l'annexe de l'Assemblée nationale. Je me rappelle encore qu'à une époque, on accusait un certain nombre de hiérarques d'avoir fait mes bas sur le financement dédié à la construction de cette annexe. Ensuite, il n'y a que depuis donc 1990 à 2024, plusieurs relances ont été faites aux populations qui étaient là, dont de ce qui est dit par le gouvernement, d'aucuns auraient perçu des indemnités, d'autres qui n'en ont pas reçu. Ensuite, il y a eu une situation rocambolesque qu'on enregistre lorsqu'on va sur place. Moi, j'ai fait le terrain hier. Il y a certains qui vous disent, moi j'ai acheté le terrain chez une personne qui, elle, habite désormais dans la zone de Bikele, ou qui habite dans la zone d'Igoumier, qui habite dans la zone d'Awungu. Et évidemment, on se retrouve dans une cacophonie qui ne dit pas son nom, parce que simplement, il y a eu, j'ai envie de dire, un certain laxisme de la part de l'État, parce que vous ne pouvez pas avoir l'ambition de construire
des bâtiments, du moins de construire des bâtiments et de se retrouver 30, 40 ans après, on n'a pas de bâtiment. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Ceux qui, évidemment, avaient ces terrains-là à l'époque sont naturellement revenus sur les lieux. D'aucuns ont fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ils ont revendu en sachant en toile de fond qu'ils avaient déjà bénéficié d'un accompagnement de la part de l'État. Donc ils sont allés eux-mêmes refaire leur vie ailleurs, mais ils ont quand même vendu des parcelles à des individus qui étaient à la recherche. Et on sait que la question de la recherche des parcelles proches du centre-ville, à Libreville, et même dans tout le Gabon, est épineuse parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à aller s'établir dans la périphérie de Libreville, du moins de l'ancien Libreville, parce que simplement, quand on regarde aujourd'hui, il y a un problème pour l'adduction d'eau, l'acheminement de l'électricité. Et à partir de cet instant, personne n'a envie d'aller vivre dans un endroit très très éloigné du centre urbain pour éviter d'avoir des désagréments où il faut se lever à des heures indues pour aller puiser de l'eau ou encore aller parcourir des dizaines ou des dizaines de kilomètres pour aller se procurer de l'eau. Donc, on est véritablement dans cette situation où on est arrivé à ce cas-là où finalement, quand on regarde aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est simplement dans un émoi. L'émotion joue beaucoup également dans la procédure qui a été entamée. Certes, on sait que depuis 2011, le président Ali Bongo avait pris un décret de pouvoir établir cette zone en zone d'utilité publique. Et plusieurs zones aux alentours, notamment ce qu'on appelle la vallée Sainte-Marie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, malgré cet arrêté, qui n'avait pas trouvé quand même écho auprès des populations qui étaient déjà résidentes, et les gens ont fait fi de ce que l'État puisse s'engager pleinement à pouvoir faire quelque chose à cet endroit. Ensuite, vous avez, lorsqu'il y a eu la transition, Raymond Donsima. Moi, j'ai pu regarder un reportage de Gabon Media Time qui date de 2024, avril 2024. Ce reportage énonce déjà l'ambition de l'État de pouvoir récupérer cette parcelle pour l'édification d'une cité administrative. Vous savez que ça a toujours été le vœu de Raymond Donsima, quand les 2 fois où il a été Premier ministre, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait la construction d'une cité administrative qui permettrait à l'État de réunir à un seul endroit pour des besoins de commodité, mais également des besoins de facilitation en termes de transactions administratives pour les usagers, qu'on réunisse les services d'État au même endroit et cela faciliterait énormément la possibilité pour les usagers d'aller d'un point A à un point B en ce qui concerne ceux qui vont faire les documents administratifs. Donc, en 2024, il y a eu déjà une nouvelle fois cette relance-là de la part des autorités, sans oublier les passages de la nuit du TC qui allaient quand même rencontrer les populations pour pouvoir discuter avec elles et leur annoncer que le projet de construction de la cité administrative est imminent et que d'aucuns devraient déjà commencer à prendre des prédispositions pour pouvoir partir de cet endroit et aller se reloger ailleurs et ne pas être surpris par l'éventuelle possibilité qu'il y ait des cas comme celle qu'on a enregistrée depuis une semaine. Malheureusement, personne n'en est parti parce que on a vécu dans cette situation où l'État s'est toujours présenté comme, du moins, s'est toujours donné pour politique de toujours se soucier on va dire, de l'opinion populaire. Si les populations n'étaient pas d'accord, à un moment donné, l'État rebroussait chemin et ne continuait pas dans la réclamation d'un certain nombre de ses droits ou de ses missions régaliennes. Et finalement, ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, on est finalement tous dans l'émotion, dans l'émoi, attristés, parce que, évidemment, on parle de 3000 familles, de ce que j'ai entendu, qui se retrouvent aujourd'hui pour certaines à la Belle Étoile, parce que j'ai pu aussi faire le tour aussi bien avant hier dans la nuit et hier matin. Il y a évidemment certains qui ont érigé des campements de fortune pour pouvoir s'abriter des intempéries.
Et on sait que nous amorçons la période de la saison sèche qui est souvent accompagnée d'un grand froid. Je ne sais pas comment les autorités entendent accompagner cela, mais ce qui est sûr aujourd'hui, la situation est celle qu'on enregistre. On a cassé toutes les populations qui étaient dans le périmètre concernant la construction de cette cité administrative. Et on voit bien que ça devient non seulement un problème humanitaire, mais également un problème social et un problème politique. Pourquoi humanitaire ? Humanitaire par l'ampleur. Comme tu as dit, il y a les gens dehors. Voilà, il y a des gens dehors et il y a certains qui n'ont nécessairement pas de quoi subvenir à leurs besoins ou de pouvoir se doter d'un nouveau logement. De social, pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a des manifestations, il y a un élan de solidarité, il y a un besoin pour les populations de comprendre ce qui se passe et politique. Et c'est ce qui engage aujourd'hui un certain nombre de responsables politiques. On a vu, par exemple, je disais tout à l'heure, le député Lionel Elengouan qui a fait une sortie pour demander une enquête parlementaire. Vous avez le Parti démocratique gabonais qui, lui, également s'est exprimé hier. Vous avez, entre-temps, l'Union nationale qui est quand même alliée de Brice Clotaire Oligingema, qui a fait également une sortie pour s'étonner de ce qu'on peut qualifier, entre guillemets, de violence avec laquelle cette opération a été conduite, parce que quand on regarde comment les choses se sont faites, c'est-à-dire qu'on a l'impression que même 24 heures avant, on n'est pas allé souffler à l'oreille de ces gens-là pour leur dire « nous viendrons demain, partez ». Qui peut Moi, je me rappelle une amie qui nous a appelé pour nous dire « on est en train de casser le boule-besse ». C'était jeudi autour de 11h, 12h. On est en train de casser le boule-besse. Elle était en location à cet endroit. Et finalement, elle a ameuté toute sa famille pour aller l'aider à déménager. Mais combien de gens ont cette possibilité ? Il y a des gens qui étaient au travail et qui, soudainement, reçoivent un coup de fil pour dire « on est en train de casser ton bar, on est en train de casser ta maison. Quand tu arrives, on a déjà tout mis à terre, tu n'as rien récupéré. » Quand on sait que beaucoup de personnes ont souvent des choses qu'ils gardent par devers eux dans les maisons, en l'occurrence de l'argent, en l'occurrence du matériel, en l'occurrence des choses qui soient utiles pour leur vie, des papiers d'état civil. Bon, on n'a pas donné suffisamment de temps et je crois que c'est la procédure qui a été menée qui cause problème aujourd'hui et qui fait qu'on enregistre cette situation presque de défiance qui est celle des populations qui étaient logées à cet endroit, parce qu'entre-temps, ils ont créé un collectif, et ce collectif, dimanche, a fait une communication pour qu'on leur brandisse l'ensemble des éléments constitutifs du dossier qui est aujourd'hui défendu par le ministre de l'Habitat, quoique Ludovic Meunier, je ne sais pas, peut-être ce sera le mouton à sacrifier, parce que ce n'est pas lui qui allait le premier jour pour faire exécuter l'ordre de déguerpissement accompagné des casses. Encore qu'on aurait pu encourager les gens à partir sans d'abord casser. Bon, quand on a vu, c'était le ministre des TP qui a complètement disparu des radars depuis un moment. C'était un des directeurs de cabinet du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui était habillé en tenue d'apparat militaire. On sent qu'il y avait une solennité. Maintenant que les choses sont en l'état, c'est Ludovic Meunier qui a appelé à aller combattre le feu et n'ayant pas de l'eau, je pense même qu'il ne dispose pas de citernes qui lui permettent d'éteindre le feu là convenablement. Mais je suis obligé de le dire ainsi. Non. Lorsqu'un ministre de la République va sur un plateau de télévision, on lui pose la question de savoir quel est le nombre de personnes qui ont été indemnisées sur ce dossier. Il est incapable de donner des chiffres. Il y a un problème. Il a dit que la liste des personnes indemnisées me sera transmise mardi par le cabinet d'huissier en charge du versement. C'est pourquoi je dis qu'il est incapable. Parce que les services de l'État doivent avoir un référentiel. Ils devaient avoir un document sur la base duquel on va dire, toi, monsieur Dafrèche, vous avez reçu 50 000. Madame René, vous avez 20 000. Non, même si c'est l'exemple. Toi, tu blagues avec les gens. Hein. Les gens, ils vont prendre ça, ils vont croire que c'est vrai, même si c'est l'exemple. Prends l'exemple sur moi. Voilà. Madame René, vous avez reçu 100 000. Oui. Pourquoi dites-vous que vous n'avez rien reçu? Monsieur Elvis, vous avez reçu 20 000.
Pourquoi dites-vous que vous n'avez rien reçu? Et ça aurait été beaucoup plus plausible que d'aller sur les plateaux juste pour la tchatch. Encore qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, la communication qui est autour de cette question-là a été mal préparée. En réalité, l'opération de casse ou de déguerpissement devait d'abord s'accompagner d'une opération de communication au préalable. Et c'est là aussi où il y a deux choses qui se dégagent. La première chose, c'est que on se rend bien compte que quand on mène des activités, des projets au niveau de l'État, on ne tient pas compte de la population. Quel sera le ressenti? Et comment on donne une réponse face à ce ressenti-là? On ne consulte pas les responsables, du moins les experts en communication, pour leur dire quels sont les items que vous pourrez utiliser pour permettre à la population de comprendre le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Première chose. Deuxième chose, on se retrouve encore un peu comme l'histoire de l'île Mbanié où les gens sont allés avec une photocopie pour pouvoir défendre un dossier aussi sensible. Et nous, on se retrouve dans un pays où c'est un cabinet privé, encore plus d'un huissier, qui détiendrait, je préfère être au conditionnel, qui détiendrait le document attestant de l'indemnité ou des indemnités des personnes qui ont été déguerpies. À un moment donné, soyons sérieux. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les documentalistes et les archivistes dans les administrations. Or, ce sont des départements clés, que ça soit dans une entreprise ou d'un département ministériel ou d'une quelconque administration. Parce qu'une action que vous avez posée en 59, si aujourd'hui la même action se répète, il faut aller vous référer à comment on a trouvé la réponse à cette question par rapport aux archives de 59. Mais si nos administrations ne sont pas dotées de services d'archivage et de documentation assez, en fait, peut-être pas efficaces, mais qui soient même prises en compte dans les opérations qui sont menées par l'État, c'est un grand problème et nous, on ira toujours au-devant de ce type de situation où finalement c'est l'émotion qui gouverne tout le monde et on est là à se demander pourquoi on en arrive là, mais simplement parce qu'il y a certains qui ont péché. C'est vrai, nous on peut comprendre qu'il y a une ambition de développement et le développement ne se fait pas par un claquement de doigts, pam pam, tout le monde est content. Non, ça se fait au prix aussi des sacrifices. Comme on dit souvent au quartier, je n'ai excusez-moi de l'expression, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais lorsqu'on casse trop d'œufs pour une personne qui mange 7 œufs brouillés, à un moment donné, il peut avoir des problèmes pour tout consommer. Et c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on a un plan directeur qui a été donné par rapport à la construction de la cité administrative, mais on a quelqu'un qui a empiété sur l'espace dédié. Et ça cause problème. Il faut qu'on trouve les mécanismes aujourd'hui qui permettent aux gens de comprendre les raisons qui ont conduit à la casse, par exemple, derrière l'ambassade du Liban, derrière l'ambassade de Russie, même derrière l'ambassade de Chine, parce qu'au préalable, on pouvait comprendre derrière l'Assemblée et derrière le grand l'hyper-magasin que nous connaissons tous, mais l'autre côté, c'était quoi l'objectif immédiat? Alors que les personnes ont reçu la visite de l'ANUTC 2 jours avant. 2 jours avant, c'était pas pour leur dire on va venir casser dans 2 jours. C'était pour leur dire on fait le recensement. À un moment donné, il faut souvent avoir en esprit que nous gérons des hommes. Et comme nous gérons des hommes, nous avons le devoir de mener nos actions en conformité avec la loi. La loi n'a pas été écrite ou les lois ne sont pas mises en œuvre pour pouvoir être appliquées aux chimpanzés. Elles sont écrites pour pouvoir être mises en œuvre en faveur des personnes qui vivent en communauté et qui ont délégué une parcelle de leur pouvoir aux élus. Donc, qui sont les députés à l'Assemblée nationale. Et à partir de cet instant, l'État, quoique ayant des missions régaliennes et que l'État est représentant la force publique, doit à un moment donné se poser la question en allant mener l'opération que je m'en vais mettre en œuvre. Est-ce que ça va obérer ma capacité à pouvoir créer l'osmose autour du projet que j'ai envie de mettre en œuvre? Et c'est tout ce qu'on demande. Ces gens-là n'ont pas dit qu'ils ne partiront pas. Parce que jusque-là, des discours que nous entendons, ils n'ont pas dit qu'ils ne partiront pas. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été avertis. Beaucoup disent nous n'avons pas été avertis à temps. D'autres, certes, disent qu'ils n'ont pas perçu des indemnités. Bon, on peut comprendre. Si vous êtes locataire, vous ne pouvez pas avoir toute l'information. Donc, mais n'empêche qu'à ce stade, il y a eu un problème
de communication au niveau de l'appareil étatique pour pouvoir régler la question des déguerpissements. Donc, c'est tout le sujet qu'on enregistre aujourd'hui. On espère simplement que la clé de voûte de toutes les institutions saura peut-être faire un discours bientôt, parce que l'affaire n'est plus simplement une affaire de l'État contre les populations de Plaine Oretti. C'est maintenant l'État, contre les acteurs politiques, contre les parlementaires et contre la société. Aujourd'hui, tout le monde est en émoi. Moi, j'étais à un endroit hier, quelqu'un m'a posé la question de savoir, Grand, est-ce que tu as la liste des endroits qu'on va casser? Tu vas avoir ce check. Je lui ai dit que... Tu vas avoir ça checké. Je lui ai posé juste une question. Est-ce que tu habites près d'un bassin versant? Il m'a dit non. Je dis bon, il y a 22 bassins. Voilà maintenant, tu vois. Tu peux poser, tu vas lui faire une démonstration, une explication pourquoi. Mais dis-lui que je suis qui pour avoir la liste. Je lui ai dit que je n'ai pas la liste, mais évidemment, je lui pose la question aussi de savoir si les projets bassins versants. Tu as une information sur les bassins versants. Mais parce que... Non, ne dis pas parce que est-ce que tu as une information sûre, claire et nette? Il y a une information sûre, claire et nette qui circule sur les aménagements des bassins versants. Non, là on parle en tant que Mosley qui va venir parler à la radio. Oui. Est-ce que tu as la liste? Je n'ai pas la liste. Bon, d'accord, bref. Donc, si quelqu'un vient te demander, ne rentre pas dans les explications. On dit que moi, je sais qui pour avoir la liste. Et c'est là où le problème. Il faut qu'on communique. Quels seront les endroits impactés par les prochaines casses? Il va falloir maintenant nous avertir parce que du côté de Nzan, enfin, Goutlon, le boss a construit à côté d'un futur bassin versant. Ils étaient déjà venus faire les travaux, etc., etc. Il va falloir qu'ils communiquent pour que beaucoup de nos parents ne soient pas dans ce genre de situation. Donc, la situation véritablement de Plaine Oretti, elle est regrettable. Elle aurait pu être gérée autrement. Elle aurait pu être un moment où l'État et les populations allaient se comprendre. Mais je pense qu'il y a eu aussi du zèle de la part de d'aucuns qui ont mené l'opération. Il faille maintenant qu'on réfléchisse sur les voies et moyens d'apaiser le climat social qui est grandissant. Ça peut être le premier foyer d'une grogne en ce qui concerne la 5e République. Donc il faille que les autorités prennent cette question-là à bras le corps et qu'elles discutent avec ces populations-là et qu'elles leur donnent les raisons. Si possible, ceux qui ont le droit d'être dédommagés, qu'ils soient dédommagés et qu'ils soient accompagnés en toute dignité. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.